témoignage de Sabine Zlatin, directrice de la maison d'enfants d'Isieux, fut un des moments très forts du procès du criminel nazi Klaus Barbie à Lyon en 1987. Elle avait saisi la salle en hurlant sa colère. Et ces 44 enfants, c'était quoi? C'était des résistants? C'était des innocents, avait-elle crié. Barbie a toujours dit qu'il s'occupait uniquement des résistants et des maquisards. Ça veut dire des ennemis de l'armée allemande. Je demande, les enfants, les 44 enfants, c'était quoi? C'était des résistants, c'était des maquisards. Qu'est-ce qu'ils étaient? C'était des innocents. Comme de nombreux volontaires, juifs et non-juifs, Sabine Zlatin s'était engagée à corps perdu dans le sauvetage des enfants menacés par la politique génocidaire nazie. Il fallait les soustraire aux arrestations, les cacher, mais aussi continuer à leur fournir l'éducation et l'instruction nécessaires à la construction de leur vie future. Ce sont en effet les buts que s'étaient fixés les organisations qui viennent alors au secours des enfants. Elles ouvrent de nombreuses maisons qui permettent à des milliers d'entre eux, la plupart de nationalité ou d'origine étrangère, d'échapper au pire. L'OSE, œuvre de secours aux enfants, administre ainsi des maisons destinées à les accueillir. Soutenue par l'American Joint Distribution Committee et les organismes communautaires juifs français, elle organise le sauvetage, et ses volontaires vont jusque dans les camps d'internement, peinant parfois, et on le comprend, à convaincre les parents de laisser leurs enfants sortir clandestinement de ces camps. Outre l'OSE, d'autres organisations font de même. On peut rappeler par exemple l'engagement de Robert Gamzon et des éclaireurs israélites de France, qui mirent sur pied un organisme de sauvetage, appelé la 6e, ou le comité AMLO, qui emprunta son nom à la rue du même nom à Paris, fondé par David Rapaport et le mouvement de jeunesse sioniste. Certaines de ces maisons existaient avant l'occupation, comme celle du château de Chabannes, une maison de Lauzet, dans la Creuse, dirigée par Félix Chevrier. Elle avait ouvert en novembre 1939. Entre cette date et janvier 1944, quand la maison est fermée, ce sont 284 enfants juifs qui y trouvent un abri sûr. La volonté de transmettre le judaïsme est souvent très présente dans ces maisons d'enfants, avec, évidemment, une variété de situations et de rapports à la culture religieuse. Mais il est alors courant de respecter les grandes fêtes et le Shabbat, comme s'efforce de le faire Félix Chevrier à Chabannes. Ces maisons d'enfants sont plus nombreuses en zone sud, car nombre d'entre elles furent créées avant l'invasion de la zone libre par les troupes d'occupation allemandes. C'est ainsi que, depuis mars 1942, Sabine Zlatin, assistante sociale à Lauzet, dirige un sanatorium à Palavas-les-Flots, lequel accueille des enfants extraits de camps d'internement et leur cherche des lieux d'hébergement. À partir des rafles de l'été 1942 et face au danger, Lauzet décide de fermer la plupart des maisons et de disperser les enfants. C'est alors que se mettent en place les filières d'exfiltration vers la Suisse ou l'Espagne. Sabine et son mari, Miron, gagnent avec quelques enfants la région de Belley, dans la partie de l'Ain alors sous occupation italienne. Grâce à l'aide du sous-préfet Pierre-Marcel Wiltzer, auquel ils avaient été recommandés par le préfet de l'Hérault, ils installent dans une grande maison du hameau de l'Élinas, sur la commune d'Isieux, la colonie des enfants réfugiés de l'Hérault. La maison est ainsi connue des autorités, elle n'est pas clandestine et les habitants du village et des environs savent parfaitement que les enfants qui sont là sont juifs. Dans cet environnement rural reculé, malgré un confort rudimentaire, la maison n'a ni chauffage efficace, ni eau courante, la vie s'organise, avec cette impression d'être loin du fracas et des menaces. Les enfants jouent, se promènent dans la montagne ou se baignent dans le Rhône. Ils entretiennent même un petit potager. Les anniversaires donnent lieu à des fêtes ou des spectacles. Ceux qui peuvent avoir des contacts avec les membres de leur famille envoient lettres et dessins, mais la séparation des parents occasionne angoisse et souffrance, notamment chez les plus jeunes. Marcel Teitelbaum, qui n'a que 3 ans lors de son arrivée à Isieux, se souvient du moment de la séparation. Je me souviens que ma mère me laissa là et que j'étais très anxieux d'être assis, abandonné. Je vais chercher ma mère et dévaler les escaliers en courant derrière elle jusque dans la rue. Mais Marcel est pris en charge avec une grande bienveillance et un vrai soutien affectif, comme ce fut le plus souvent le cas dans ces maisons d'enfants où les jeunes femmes volontaires notamment jouèrent souvent les mères de substitution. À Isieux, des liens se tissent avec les habitants, d'autant plus que Miron Zlatin, chargé du ravitaillement de la maison, fait appel aux producteurs locaux. L'instruction et la pédagogie sont restées dans toutes les maisons d'enfants une priorité. Partout, des pédagogues, parfois chassés de l'éducation nationale après l'édiction du statut des Juifs, ont œuvré avec l'idée de préparer l'avenir, parfois en s'appuyant sur la population locale qui aidait à la formation professionnelle de jeunes, dans des fermes ou ateliers par exemple. À Isieux, quelques enfants sont internes
dès mai 1943, au collège de Belley, et regagne la maison pour les congés. Pour les plus jeunes, Sabine Zlatin, appuyée par le sous-préfet Wiltzer, obtient l'ouverture d'une classe à la colonie. L'institutrice, qui arrive à Isieux le 18 octobre 1943, est toute jeune. Gabrielle Perrier a 21 ans. Installée au premier étage de la maison, la salle de classe est équipée comme on peut, avec quelques pupitres, des livres et des ardoises prêtées par les communes avoisinantes avec l'aide de l'inspecteur d'académie M. Gonnet. Une carte du monde est accrochée au mur. Au moment où la classe ouvre, l'armée allemande occupe déjà les départements de l'ancienne zone italienne car l'Italie a capitulé depuis plus d'un mois. L'étau se resserre ainsi sur Isieux et Sabine Zlatin le sent bien. Des arrestations ont eu lieu non loin de la colonie et le GIF a été perquisitionné et son personnel arrêté à Chambéry le 8 février 1944. Dans la nuit du 23 au 24 mars, les enfants de la maison de la Martelière à Voiron, située à 40 km d'Isieux, sont raflés. Sur l'insistance de Lily Garel et Margot Kahn, deux assistantes sociales du réseau Garel, un réseau de sauvetage, Sabine et Miron Zlatin envisagent de trouver des familles d'accueil pour les enfants d'Isieux, d'autant plus que le principal soutien de la maison, le sous-préfet Wiltzer, est muté à Châtellerault le 6 mars. Il faut faire vite. Sabine Zlatin est à Montpellier, à la recherche de points de chute pour les enfants quand elle reçoit un télégramme envoyé par la secrétaire de la sous-préfecture de Belley, Marie-Antoinette Cogent. « Famille malade, maladie contagieuse », dit ce télégramme. Sabine Zlatin comprend tout de suite que les enfants ont été raflés. Ils devaient quitter la maison le 11 avril. C'est la Gestapo de Lyon qui, ce 6 avril 1944 à 8h30 du matin, débarque à la maison d'Isieux. C'est le premier jour des vacances de Pâques. L'institutrice est alors retournée auprès de sa famille, et les collégiens sont rentrés la veille. Tout le monde est en train de prendre son petit déjeuner quand 2 camions et une voiture font irruption devant la maison. Les 44 enfants âgés de 4 à 17 ans et les 7 membres du personnel sont poussés dans les camions. Les coups pleuvent sur ceux qui protestent ou résistent. Ce matin-là, seul Léon Reichmann parvient à sauter par une fenêtre et à se cacher dans la ferme voisine. Les habitants du village ont raconté que les enfants, dans les camions, en quittant le hameau, chantaient « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine ». Incarcérés à Lyon, ils sont transférés vers Drancy le lendemain. Le 15 mai, Miron Zlatin est déporté en Estonie par le convoi 73. 2 des garçons les plus âgés de la maison d'enfants, Theo Reich et Arnold Hirsch, sont avec lui. Ils y sont assassinés, tous les 3. À la fin du mois de juin 1944, tous les enfants et adultes arrêtés à Isieux ont été déportés de Drancy. 42 enfants et 6 adultes ont été envoyés à Auschwitz. Seul Léa Feldblum survit en 1945. Le responsable de cette arrestation, le nazi Klaus Barbie, est arrêté et extradé de Bolivie en 1983. Il fut confondu par le télégramme qu'il avait signé le 6 avril 1944 au soir, retrouvé également en 1983 par Serge Klarsfeld, au Centre de documentation juive contemporaine à Paris, qui ne s'appelait pas encore le Mémorial de la Shoah. Barbie y annonçait la rafle au service des affaires juives de la Gestapo à Paris. Ce document fut une pièce maîtresse de la culpabilité de Barbie. Aller chercher des enfants dans un endroit reculé comme Isieux témoigne aujourd'hui de la dimension totalement idéologique de la politique génocidaire nazie. Tous, jusqu'au bout et jusqu'au dernier. Voilà ce que signifie cet acharnement assassin. Fort heureusement, toutes les maisons d'enfants, loin de là, ne connurent pas le sort de celle d'Isieux. L'historienne Cathy Hazan rappelle ainsi dans son livre « Les orphelins de la Shoah » qu'il est communément admis que les œuvres juives, tout confondu, ont réussi à sauver 10 000 enfants. Plus de 6 000 en zone sud, où ils furent principalement pris en charge par l'OSE, et 4 000, tous circuits confondus, en zone occupée. Beaucoup de ces enfants avaient perdu leurs parents, et après-guerre, les maisons, notamment de l'OSE, continuèrent leur œuvre en les accueillant avec, toujours, la même bienveillance et le même souci de l'instruction. Sabine Zlatin, quant à elle, s'éteignit en 1996, à Paris, mais elle se battit toute sa vie pour le souvenir des enfants d'Isieux. C'est ainsi que le mémorial de la maison d'Isieux, devenu aujourd'hui lieu de mémoire, fut inauguré le 24 avril 1994 par le président de la République, François Mitterrand.